Et voilà, je crois qu'on est... voilà, maintenant on est en live streaming. Donc, rebonsoir. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue encore une fois aux téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent ce live. Bonsoir Mounek Daïm. Bonsoir Ahmed et merci pour l'invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignante de droit public. Vous enseignez le droit constitutionnel, Mounek? Je suis enseignante de droit constitutionnel. De droit constitutionnel. Très bien. Et vous êtes aussi membre du laboratoire de recherche en matière en droit international, juridiction internationale et droit constitutionnel comparé. Je m'occupe surtout du volet constitutionnel dans ce laboratoire. Excellent. D'où la conférence qui s'est tenue ce matin à la faculté des sciences juridiques. Justement, c'est ce que je voulais présenter avant d'entrer avec vous dans l'interview. Mounek, d'une constitution à l'autre, 2014-2022 était une conférence nationale tenue aujourd'hui, le 26 janvier, à la faculté des sciences juridiques, organisée par le laboratoire de recherche. Donc, pourquoi vous dites d'une constitution à l'autre? Parce qu'en l'espace de 11 ans, il y a eu 2 constitutions en Tunisie et c'est pas quelque chose de positif pour nous, disons, parce qu'une constitution est destinée à durer. Dans un laps de temps aussi court, nous avons eu non pas une révision constitutionnelle, mais on a écarté une constitution, on l'a fait remplacer par une autre. Donc ces 2 événements méritent que l'on s'y arrête et qu'on étudie, qu'on analyse le processus d'élaboration dans une approche comparative des 2 constitutions. Et on est même revenu à la constitution de 59 qu'on a retrouvée dans la constitution de 2022. Justement, il y a beaucoup de points de recoupement, de ressemblance entre la constitution de 59 et celle de 2022. Oui. Mais est-ce que vous voulez dire la constitution de 59 telle qu'elle a été conçue en 59 par l'Assemblée constituante ou ce qu'elle a subi comme modification au fil du temps? En fait, on a surtout parlé de la tendance ou la déformation du régime présidentiel. Parce que la constitution du 1er juin 59, telle qu'elle a été élaborée par le pouvoir constituant, par l'Assemblée constituante de l'époque, avait établi un régime présidentiel. Un régime équilibré. Au début, c'était un régime présidentiel. Au début, c'était un régime présidentiel, mais les différentes révisions subies par cette constitution ont fait que le régime s'est transformé ou a viré vers un régime présidentialiste caractérisé par l'omnipotence, disons, du président de la République et par l'inégalité entre les pouvoirs, le déséquilibre entre les pouvoirs au profit du chef de l'État, chose que nous retrouvons aujourd'hui dans la Constitution de 2022. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir d'abord une idée sur le programme de la conférence aujourd'hui, qui ont été les professeurs, les experts qui ont fait des interventions et quelles étaient plus ou moins les thématiques des interventions, oui, les titres des interventions? Les intervenants sont les membres du laboratoire. Nous avons traité de la question des pouvoirs, puisque demain il y aura un autre colloque sur les libertés. Donc les 2 colloques se complètent. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Heureusement qu'on travaille dans des conditions très très positives, puisque chaque structure a le droit et a la possibilité d'organiser ce qu'elle veut au sein de la faculté. Et en plus, c'est un événement ouvert au public. Nous avons les participants sont les membres du laboratoire. Il y a le premier président du laboratoire qui était, avant de devenir laboratoire, était une unité de recherche, le professeur Rafa Ben Achour, qui a ouvert le bal avec une communication sur une évaluation de la Constitution de 2014. Était-elle mauvaise, véritablement? Effectivement. Donc il a mis le point sur les aspects positifs et les aspects négatifs de la Constitution de 2014. C'est une sorte d'évaluation générale de ce texte.
Par la suite, nous avons traité du processus d'élaboration de la Constitution de 2014 pour le comparer au processus d'élaboration de la Constitution de 2022. Par la suite, Mme Saneh Belhachour a traité de la question plutôt des 3 constitutions pour le pouvoir d'un seul. En fait, elle a évoqué la Constitution de 2014 telle qu'elle a été appliquée le 25 juillet 2021, c'est-à-dire à travers l'article une partie de l'article 80. Une partie de l'article 80 tel qu'il a été interprété par le président de la République. Par la suite, elle a parlé du décret 117 du 22 septembre 2021, tout à fait, pour dire qu'il s'agit en fait d'une constitution, c'est une organisation, une organisation provisoire des pouvoirs publics, c'est une on petite... On en a eu une autre monnaie en 2011, effectivement, voilà, je cherchais la date, en 2011, c'est la loi avant constituante. l'élaboration. Exactement, c'est la loi en quelque sorte la loi constituante qui était une petite constitution en fait, qui gérait le pays provisoirement, le temps que la constituante adopte plutôt la constitution finale. Ce sont des textes transitoires qui ont pour finalité l'organisation des pouvoirs publics jusqu'à, comme tu viens de le dire, l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc le décret 117 qui s'apparente à une constitution en fait, et enfin la constitution de 2022 qui, toutes les 3 convergent pour donner le pouvoir au profit d'un seul, c'est-à-dire le président de la République. Par la suite, j'ai présenté une communication portant sur le président de la République, de la diarchie à l'unicité, c'est-à-dire le pouvoir exécutif était un pouvoir diarchique en ce sens qu'il était partagé entre un président et un chef du gouvernement. Aujourd'hui, il y a une diarchie certes formelle, structurelle. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République, mais l'intégralité du pouvoir exécutif est exercée et décidée par le président de la République, et le gouvernement est là pour appliquer la politique, pour mettre en œuvre la politique tracée par le président de la République. Par la suite, l'intérêt a été porté sur la nouvelle Assemblée, le nouveau Parlement, c'est-à-dire la conception du nouveau Parlement. Quel est l'esprit derrière l'établissement d'un Parlement bicaméral, la question du retrait du mandat, l'élection uninominale des membres, des députés, etc. Et par la suite, M. Khaled Dabbabi, enseignant également à la faculté de droit de Gendoub, qui est membre du laboratoire, enseignant de droit constitutionnel, a évoqué, ou plutôt a analysé la défaillance des partis politiques. C'est-à-dire, dans quelle mesure les partis politiques nous ont-ils conduits à cette situation-là? C'est-à-dire, il a fait une étude de la gouvernance, plutôt de la mauvaise gouvernance des partis politiques, qui est l'une des causes de la crise dans laquelle nous vivons actuellement. Et le mot de la fin a été donné à mademoiselle Zouhour Ouamara, qui est également chercheuse, si j'ose on a féminisé le terme, exactement, en droit constitutionnel. Elle est doctorante à la faculté et qui a traité du fameux décret-loi 54 relatif à la liberté d'expression. Effectivement. Et sur la base duquel on est en train de traîner des dizaines de personnes devant la justice civile et militaire. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, parmi les présents aujourd'hui, il y avait Mme Sheima Issa, qui devra comparaître demain devant le tribunal militaire. Effectivement. Si on revient au titre de la première intervention, Mounet, Constitution de 2014, mauvaise constitution, point d'interrogation. Est-ce que, dans l'absolu, Constitution de 59, celle de 2014, celle de 2022, celle qui viendra après, est-ce que toutes ces constitutions, toutes les constitutions, sont susceptibles d'être qualifiées de bonnes ou de mauvaises? Il n'y a pas une constitution mauvaise en soi ou bonne en soi. Toutes les constitutions peuvent être révisées parce que la constitution est la fille de son temps.
et elle doit être en phase avec la société, avec l'évolution des traditions, des mœurs, de la pratique, etc. En fait, la Constitution de 2014 n'a pas été bien appliquée. En fait, n'a pas été totalement appliquée puisqu'il n'y a pas eu d'élection des membres de la Cour constitutionnelle et j'étais témoin lorsque j'ai travaillé au sein du Parlement. Il n'y a pas eu la mise en place des instances constitutionnelles indépendantes. C'est une constitution qui consacre toutes les libertés, c'est-à-dire nous sommes enviés pour cette constitution au niveau des libertés qu'elle consacre. C'est un véritable catalogue des droits et des libertés, mais là où le bas blesse, c'est la partie relative à l'organisation des pouvoirs et surtout du pouvoir politique. Et nous avons appelé dès 2014 à réviser certaines dispositions qui ont fait que le pouvoir soit dispersé. On ne sait pas qui gouverne exactement avec cette constitution. Et le problème, c'est que le régime politique décidé par les constituants ne correspond ni à un régime parlementaire, ni à un régime présidentiel. C'est un régime hybride. Ça existe un peu partout dans le monde. Oui. Mais on n'a pas fait vraiment l'exception. Oui, mais on n'a pas fait l'exception. On n'a pas inventé la roue. C'est-à-dire que les régimes mixtes ou les régimes hybrides existent aussi dans le monde. Ce n'est même pas un régime mixte parce qu'il n'emprunte au régime présidentiel que l'élection du président au suffrage universel direct. Même les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, qui est un pilier du régime parlementaire, ne pouvaient pas être mis en œuvre. En plus, le président ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée quand cela lui semblait bon. Oui. C'est-à-dire parce que ce n'est pas un régime présidentiel. Ce n'est même pas un régime parlementaire, c'est-à-dire parce que le mécanisme de dissolution a été tellement verrouillé qu'on ne peut pas y avoir recours. Par exemple, le fait que l'Assemblée, que le Parlement domine tous les pouvoirs, c'était plutôt, moi je le qualifierais plutôt, d'ailleurs ça a été dit par la plupart des intervenants aujourd'hui, d'un régime d'assemblée, c'est-à-dire un régime de déséquilibre des pouvoirs au profit du Parlement. Le Parlement voulait dominer toutes les institutions et c'est ce qui a fait que le régime n'a pas réussi, ou plutôt la pratique du régime n'a pas été bonne. Pour revenir au titre et au sujet de l'une des interventions, vous pensez que ceci est une responsabilité que devraient assumer les partis politiques? C'est à cause des partis politiques que la Constitution de 2014 était tellement verrouillée, était tellement difficile à appliquer, difficile à mettre en place? C'est une responsabilité commune. En fait, c'est la responsabilité du président, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité du Parlement. Et moi, je pense que là où réside le problème, c'était la loi électorale. Parce que si on avait changé la loi électorale pour permettre de dégager une stabilité stable et surtout cohérente qui pouvait aider le gouvernement à mener à bien sa politique, cela nous aurait épargné beaucoup de temps et beaucoup de problèmes. Moi, je me rappelle qu'on mettait des mois pour donner l'accord sur un remaniement ministériel, alors que le chef de gouvernement n'était même pas obligé, en vertu de la Constitution, de soumettre le remaniement à l'approbation du Parlement, puisque la confiance, il l'obtient sur un programme et non pas sur des personnes. Donc, le fonctionnement même du régime n'était pas bon et on pouvait rattraper ces points négatifs par une révision constitutionnelle. Malheureusement, il n'y avait pas assez de volonté politique pour mettre en place la Cour constitutionnelle. D'accord. Ça va? C'est à cause du temps, c'est ça? Excusez-moi. C'est malade. Alors, donc, on va suspendre un tout petit peu le live, le temps que Mounet revienne, et on reprendra. Je suis désolée, ça peut arriver aussi. C'est à cause d'un froid qu'elle a attrapé, je crois.